Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. La Journée mondiale du tourisme est célébrée 27 septembre de chaque année. Celle de 2015 a eu pour thème « 1 milliard de touristes, 1 milliard d'opportunités ». Cette thématique interpelle tous les États, particulièrement les pays en développement, sur l'importance du tourisme en tant que secteur économique, outil de développement durable. Vers les années 70, la Banque mondiale s'était interrogée si le tourisme était l'un des passeports pour le développement. Déjà à cette époque, les capacités du tourisme pour impulser le développement étaient mises en évidence. La Banque mondiale continue toujours, par le biais des études annuelles, à inciter les pays africains à investir dans un secteur pouvant contribuer à leur développement et à la réduction de la pauvreté. La Banque africaine de développement n'est pas du reste, en reconnaissant les capacités du secteur du tourisme à relancer les économies africaines. 45 ans après le premier rapport de la Banque mondiale sur le tourisme, le secteur confirme qu'il est dynamique, comme le montre le thème de l'année 2015. Si le rapport de la Banque mondiale s'interrogeait sur son importance dans le développement, le thème de la journée 2015 est catégorique. Le secteur offre de nombreuses opportunités à chaque pays et à ses populations. Par ailleurs, les rapports de l'Organisation mondiale de tourisme, OMT, publiés chaque année et les chiffres qu'ils présentent, ne cessent de mettre en évidence le dynamisme du tourisme. Plus d'1 milliard de touristes ont voyagé en 2014, lesquels ont dépensé environ 700 000 milliards FCFA. Le tourisme représente 9% du PIB mondial et il crée un emploi sur 11, OMT 2015. Les prévisions pour l'avenir sont des plus optimistes. D'ici 2030, ce sont 1,8 milliard de touristes qui voyageront à travers le monde, dont 134 millions en Afrique. Pour les pays africains confrontés à de nombreux défis de développement, ce sera plus d'1 milliard d'opportunités à saisir pour leur permettre d'atteindre les différents agendas qu'ils se sont fixés à l'horizon 2030. Il y a d'abord les objectifs du développement durable, ODD, qui viennent d'être lancés par les Nations Unies et auxquels tous les pays membres ont adhéré. Ces ODD remplacent les OMD, Objectifs du millénaire pour le développement, dont les résultats sont mitigés pour la plupart des pays africains. 17 objectifs à atteindre d'ici 2030 sont fixés aux différents États, et le tourisme pourrait contribuer à leur atteinte. Selon David W. Randall, le tourisme durable a une grosse carte à jouer au sein des 17 objectifs de développement durable. Le tableau ci-après présenté par ID Tourisme résume l'argumentaire de David W. Randall, adapté au contexte africain. Tableau 1. Contribution du tourisme durable à l'atteinte des ODD en Afrique. Source: Ngarojilo Monsieur, adapté de Randall 2015. L'émergence que visent presque tous les pays d'Afrique subsaharienne à l'horizon 2025 ou 2030 est une raison supplémentaire pour promouvoir le tourisme. La décennie 2010 a été très favorable pour ces pays qui ont connu, grâce à la flambée des prix des matières premières, un fort taux de croissance, dépassant parfois 10%. Cela a permis l'éclosion d'une classe moyenne, disposant d'un pouvoir de consommation confortable, attirant par conséquent l'attention et l'intérêt des investisseurs. Le pessimisme ambiant des débuts des indépendances, auxquels s'ajoutent les années des ajustements structurels, a fait place à un afro-optimisme où l'Afrique est désormais perçue comme un continent d'avenir. Aux anciens investisseurs étrangers intéressés surtout par de bons filons, or, cuivre, uranium ou encore pétrole, apparaissent de nouveaux hommes d'affaires qui prospectent et investissent dans de nouveaux secteurs tels que la grande distribution, les infrastructures. Les investissements directs étrangers ont atteint le chiffre de 28 750 milliards FCFA en 2015, soit 16% par rapport à 2014 selon l'OCDE. L'Afrique subsaharienne dans sa globalité a reçu 19 800 milliards FCFA selon la même source. Cette embellie sur une longue durée, 15 ans, a conduit les États africains à se projeter sur le long terme à travers des visions de développement visant tous l'émergence à l'horizon 2030. L'émergence implique forcément une politique de diversification des économies africaines, qui s'inscrit comme une urgence avec la crise économique consécutive à la baisse de prix des matières premières. En effet, dépendant d'une économie de rente fondée sur l'exportation des matières premières, la plupart des pays africains subissent de plein fouet,
depuis 2015, une baisse considérable des prix de ces matières. 70% de réduction du prix de pétrole affecte les budgets des pays exportateurs de l'or noir. La diversification est donc une question de survie, un facteur de paix pour chaque pays africain. Les pays d'Afrique centrale occupent en effet un rang peu enviable dans l'indice de diversification. Celui-ci varie de 6,3 pour le Rwanda à 1,1 pour l'Angola et le Tchad. Il s'agit de sortir d'une économie de rente pour développer de nouvelles activités créatrices de richesses et d'emplois, pour un continent où les jeunes représentent plus de la moitié de la population, et dont la plus grande partie, n'ayant pas de perspective d'avenir, se lance à l'assaut de la forteresse Europe, au péril de leur vie ou encore se jette dans les bras des extrémistes de tous bords. Selon les estimations des Nations Unies, environ 193 millions de jeunes en âge de travailler sont arrivés sur le marché de travail, et ce chiffre ne cesse de croître. Les pays africains semblent avoir tiré les leçons des 15 années de forte croissance qui n'a fait qu'exacerber les inégalités sociales, pour promouvoir aujourd'hui le développement d'une économie un peu plus inclusive. La période de forte croissance a permis de progresser dans la mise en place des fondamentaux économiques, notamment à travers les investissements dans les infrastructures, bien qu'en deçà des engagements des États africains. Aujourd'hui, il est plus facile de voyager dans certains pays africains qu'à la fin du siècle passé, il y a juste 17 ans. Le réseau routier s'est amélioré, de nouveaux aéroports aux normes et standards internationaux sont fonctionnels. À travers le partenariat public-privé, des lignes de chemin de fer sont construites à l'exemple de Bolloré en Afrique de l'Ouest. L'adoption par les Africains de la téléphonie mobile a permis de réduire le retard du continent en matière de télécommunications. Entre 2006 et 2014, la croissance de ce secteur est passée de 18% à 69,3%, OCDE 2015. Bien que la fracture numérique soit encore importante entre l'Afrique et les autres continents, celle-ci se comble, peu à peu, avec l'installation de la fibre optique, notamment dans les pays côtiers, et d'autres initiatives en vue d'arrimer le continent au monde. Parmi les fondamentaux, il y a aussi les investissements dans le secteur hôtelier où de grands groupes commencent à s'intéresser au continent et y déploient leurs enseignes. Entre 2013 et 2015, 12 959 nouvelles chambres ont été ouvertes dans la partie subsaharienne du continent africain, portant la capacité à 31 150 chambres, même si on observe une certaine disparité sous-régionale. Attirés à la fois par le potentiel du tourisme d'affaires qu'offre l'Afrique, mais aussi par l'accroissement d'une classe moyenne, la plupart des capitales africaines ont bénéficié des investissements privés étrangers dans le secteur de l'hôtellerie. Presque toutes les grandes chaînes hôtelières internationales, Radisson Blu, Hilton, Marriott, Sheraton, Kempinski, Noon, etc., ont ouvert sur le continent. C'est une grande nouveauté, car il y a encore quelques années, la construction des hôtels était le fait des États qui investissent dans le secteur pour des enseignes internationales, intervenant à travers des contrats de gestion. Les pays africains disposent aujourd'hui d'une plus grande infrastructure pour le développement du secteur du tourisme qu'il y a 2 décennies. Bien que le nombre d'arrivées des touristes internationaux augmente, il ne concerne que les destinations qui se sont déjà positionnées depuis quelques années, notamment les pays de l'Afrique du Nord avec l'Égypte à leur tête, suivi du Maroc et de la Tunisie. Le choc du printemps arabe, auquel s'est ajouté le terrorisme, a certes affecté ces destinations, mais celles-ci arrivent à garder leur avantage. Les pays de l'Afrique de l'Est et du Sud se positionnent parmi les 10 premières destinations africaines. C'est dire que l'augmentation des arrivées internationales ne concerne qu'une poignée de pays sur la cinquantaine qui composent l'Afrique. Le Tchad ne fait pas partie des principales destinations touristiques africaines. L'aéroport de N'Djamena, principale entrée du pays, n'a enregistré en 2014 que 100 000 voyageurs. Des chiffres qu'il convient de nuancer, car parmi les arrivées il y a des voyageurs tchadiens qui vont et viennent ainsi que ceux de la diaspora. Cette faiblesse des arrivées s'explique par les longs conflits que le pays a connus et qui l'ont exclu de la formidable mobilité touristique mondiale. L'image du pays ainsi que les infrastructures d'accueil en ont été affectées. Il était difficile dans ces conditions de faire la promotion de la destination Tchad. Mais depuis peu,
les pouvoirs publics, ayant pris conscience des enjeux du secteur touristique et de sa contribution pour le développement économique et social, redoublent d'efforts pour son financement. D'importants investissements ont été effectués, mais de nombreux écueils subsistent. Il faut noter que l'absence d'une stratégie de développement touristique est la véritable épine à ôter du pied de ce secteur. Or, le Tchad possède des ressources touristiques importantes et de très haute qualité. En l'espace de 4 années seulement, 2 sites sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, un prestigieux label qui autorise le pays à ambitionner de devenir une destination touristique. Le défi est de faire de ces ressources, souvent uniques, des opportunités pour atteindre d'ici 2030 les objectifs de développement durable. Ce livre se structure en 5 chapitres. Le premier est une analyse du tourisme africain, se caractérisant par une croissance inégale entre les différents pays du continent. En effet, certains pays ont très tôt misé sur le tourisme. Les exemples du Maroc, du Kenya et du Sénégal servent de fil conducteur. D'autres, par contre, ont ignoré le tourisme pour des raisons idéologiques ou encore par négligence car ayant tout misé sur des ressources rentières instables. L'Afrique centrale fait partie de cette deuxième catégorie. Le second chapitre porte sur le concept des marges touristiques auxquelles appartient le Tchad. Dans ces marges, les populations ignorent le tourisme, lequel est caractérisé par une offre limitée au tourisme d'affaires et cynégétique et par une image négative due à de longues années de conflits. Ces pays aux marges du tourisme sont le plus souvent déconseillés par les chancelleries occidentales. Bien qu'ils soient aux marges du tourisme, le Tchad essaie de s'en sortir depuis la fin des années 90 avec la mise en place d'une politique touristique. Celle-ci, en dépit de l'option choisie, l'écotourisme et des objectifs fixés, est restée inachevée. Toutefois, depuis l'avènement du pétrole, d'importants investissements publics ont été réalisés en faveur du tourisme, notamment à travers l'augmentation de la capacité d'accueil et l'amélioration des infrastructures de communication pouvant favoriser le secteur. C'est fort de cela que le pays essaie de sortir de son isolement sur le plan touristique en créant un instrument de promotion du tourisme, l'Office tchadien du tourisme. C'est l'objet du 4e chapitre, qui analyse également les actions de cet office mais également les causes de son échec. Enfin, le dernier chapitre met en évidence les ressources touristiques du pays, lesquelles sont très importantes mais malheureusement peu ou pas du tout valorisées. Il se termine par une réflexion sur la stratégie à préconiser, afin de développer le tourisme et d'en faire un outil de développement durable. Chapitre 1 : Le tourisme africain, une croissance inégale. Le tourisme en Afrique, différence de choix entre les pays. Le continent africain a accueilli en 2014 65,31 millions de touristes qui ont généré au total 21 820 milliards de FCFA. Le taux de croissance de 2005 à 2014 est de 5,4%, largement au-dessus du taux mondial. Mais cette croissance reste très inégale d'une région à l'autre. De manière générale, les pays de l'Afrique du Nord, le Maroc, l'Égypte et la Tunisie, représentent à eux trois un peu plus de 25 millions de touristes et l'Afrique de l'Est, Kenya, Tanzanie et Mozambique, et du Sud, Afrique du Sud, Botswana et Namibie, avec environ 16 millions de touristes, sont les premières destinations de l'Afrique au sud du Sahara. Le reste du continent est à la traîne en tant que destination, souffrant à la fois d'un déficit d'image et d'une faiblesse de son offre touristique. L'Afrique centrale occupe la queue du peloton, en dépit d'exceptionnelles ressources touristiques dont elle est pourvue. En effet, face au tourisme, les pays africains ont adopté diverses attitudes. Il y a ceux qui ont accordé la priorité au développement du secteur, alors que d'autres ont fait preuve d'indifférence ou de négligence. La première catégorie, profitant des infrastructures léguées par la colonisation, a continué à inscrire le tourisme dans son plan de développement. C'est le cas du Maroc et de la Tunisie. Au Maroc, les activités touristiques ont commencé bien avant l'indépendance du pays en 1956. HILLALI Monsieur 2008 souligne que c'est au milieu du XIXe siècle qu'une ville telle que Tanger a connu le développement des activités touristiques. L'organisation administrative du tourisme est mise en place à travers un conseil du tourisme créé en 1926 regroupant plusieurs acteurs.
Celui-ci était chargé de l'élaboration d'un plan d'action annuel, impliquant des offices régionaux et des associations touristiques locales. Par ailleurs, à cette époque, des facilités financières étaient accordées pour augmenter les capacités d'accueil du pays, une structure promotionnelle fut créée, etc. Il faut souligner qu'à l'accession de son indépendance, le pays avait déjà des prédispositions pour le développement du tourisme. Une planification, un outil financier de développement des infrastructures, des acteurs, notamment des entrepreneurs prêts à investir et toute une production littéraire sur le Maroc permettant de faire connaître le pays. Dès le premier plan triennal de 1965 à 1967, le tourisme avait été positionné comme secteur prioritaire après l'agriculture. Et les raisons de ce choix étaient multiples. HILLALI Monsieur 2008 en rend compte dans son ouvrage. Le tableau 2 donne un résumé des motivations du Maroc pour le tourisme. Tableau 2. Les motivations du Maroc pour le tourisme. Source: Ngaro Djilo Monsieur, adapté de HILLALI 2008. Le tourisme marocain s'appuie sur un dispositif institutionnel large composé, outre du ministère chargé à la fois de la conception, de l'application de la politique touristique et de la planification, d'un certain nombre d'organismes publics et semi-publics qui ont joué un rôle locomotive dans le financement et la promotion du tourisme. L'expérience marocaine est intéressante, car elle pourrait inspirer beaucoup de pays africains subsahariens qui se cherchent encore dans le développement de leur tourisme. D'autres pays peuvent également être des sources d'inspiration. C'est le cas du tourisme au Kenya, à l'est de l'Afrique. Le développement du tourisme au Kenya est en partie similaire à celui du Maroc, car depuis la colonisation anglaise, le pays a commencé à être fréquenté. Selon KIBICHOW 2008, dès 1830 les Anglais pratiquaient le safari au Kenya, pays réputé très tôt pour sa richesse faunistique. Mais le tourisme a véritablement commencé vers 1920, avec les investissements réalisés par les Européens et l'État colonial. Les premiers dirigeants du pays ont reconnu, juste après l'indépendance, le potentiel du tourisme et l'ont inscrit dans le premier programme national de développement, 1966 à 1973, concrétisé par la création du Kenyan Tourism Development Corporation, KTDC, en 1965, suivi du ministère du Tourisme. Pour le gouvernement de l'époque qui cherchait à décoloniser l'économie nationale, il fallait investir sur un autre secteur afin d'éviter un face-à-face avec l'agriculture, jusqu'à une certaine époque, seule source de devises. Résoudre les problèmes de la pauvreté et du chômage était la principale priorité accordée au tourisme. Le wildlife est, à partir de ce moment, reconnu comme une ressource alternative à même d'étendre son effet multiplicateur sur les différents secteurs de l'économie kenyane, KIBICHOW 2008. Une politique nationale, formulée en 1969, se fixe des objectifs qui ont évolué entre 1969 et 1989 comme le montre le tableau 3. Tableau 3, objectifs de la politique touristique du Kenya. Source: Ngaro Djilo Monsieur, adapté de KIBICHOW 2008. Le développement du tourisme bénéficie également de la création de plusieurs institutions dont la plus récente est le Kenya Tourist Board, chargé d'améliorer le positionnement du pays sur le marché international du tourisme. Comme le souligne KIBICHO, la multiplication des acteurs intervenant dans le tourisme a eu souvent des effets négatifs sur le développement du secteur. La fragmentation des tâches de marketing, par exemple, a constitué un obstacle à la construction d'une stratégie globale en faveur du tourisme national. KIBICHOW 2008. À l'ouest de l'Afrique, l'exemple du Sénégal est aussi intéressant dans la mesure où ce pays est le seul pays francophone de l'Afrique subsaharienne à avoir très tôt priorisé le tourisme. En effet, déjà en 1959, le gouvernement issu de la communauté française présentait le tourisme comme un levier pouvant soutenir les finances publiques. Dans les années 1960, pour encourager le tourisme international de masse, l'État décida de réaliser un aménagement touristique au niveau du littoral. Mais c'est véritablement au début des années 70, du fait de la première crise du pétrole et de son impact sur l'économie agricole du Sénégal,
que les pouvoirs publics décidèrent de miser sur le tourisme, Ndiaye 2012. Celui-ci se plaça rapidement au second rang après la pêche. À l'instar des deux premiers pays pris en exemple, Maroc et Kenya, le Sénégal mit en place divers organismes chargés du développement et de la promotion du secteur. Il s'agit de la Société financière sénégalaise pour le développement de l'industrie et du tourisme, SOFISEDIT, la Société d'aménagement touristique des côtes et zones touristiques du Sénégal, SAPCO, et l'Agence nationale de la promotion touristique, ANPT. D'une façon générale, les pays ayant opté pour le tourisme, à l'exemple du Maroc, du Sénégal et du Kenya, ont des motivations et des objectifs bien différents. Tout dépend des contextes politiques et socio-économiques du départ, ou qui pourraient s'observer tout au long de leur évolution. Quel que soit le contexte, on observe dans leur choix un fondement idéologique. Le Kenya, le Maroc et le Sénégal ont opté pour une économie libérale qui leur a permis de s'ouvrir très tôt aux investisseurs occidentaux. Ces trois pays ont bénéficié de l'appui de la Banque mondiale pour développer le secteur touristique. À l'échelle du continent, ils occupent les 15 premiers rangs en termes d'arrivées et des recettes comme le présente le tableau 4. Tableau 4, performance des trois pays étudiés. Source Ngarojilo Monsieur, tiré des faits saillants OMT 2014. À l'opposé, d'autres pays africains ont tout au contraire au début de leur indépendance refusé de développer le tourisme. Cette attitude relevant soit de l'hostilité vis-à-vis du touriste, soit du refus du tourisme, a été abordée par de nombreux auteurs, notamment Duhamel P. et Sakharoui 1998, Violet Ph. 1999, HILLALI Monsieur 2003. Ils évoquent des raisons d'ordre idéologique et socio-culturel. Pour les pays communistes, le tourisme est en quelque sorte le cheval de Troie du capitalisme qu'il faut tenir loin des frontières nationales. On suspecte à la fois le capital investi dans le tourisme comme contraire à l'idéologie, et l'intrusion du touriste qui arrive avec des valeurs occidentales de liberté. HILLALI parle de l'incompatibilité entre l'injection des capitaux étrangers dans l'économie nationale, avec une politique autarcique, tandis que l'arrivée des touristes dans un espace communiste revêtirait un caractère d'invasion capable de pollution sociologique, d'intoxication idéologique et surtout de déstabilisation politique. Cet auteur cite en exemple l'Algérie, un pays situé dans le même espace géographique que le Maroc et la Tunisie, deux pays de la Méditerranée, premier bassin touristique en termes de flux. Comme l'Algérie, d'autres pays de l'Afrique subsaharienne ont refusé le développement du tourisme pour des raisons idéologiques correspondant à leur alignement derrière l'Union soviétique, mais surtout par crainte que le tourisme entraîne une déstabilisation politique. En effet, après les indépendances, les pays africains dans leur totalité ont choisi d'avoir des régimes à parti unique. Quelle que soit leur idéologie, l'absence de démocratie ouvre inéluctablement à un pouvoir autoritaire et autocratique. Les différents régimes africains ont placé une chape de plomb sur leur pays, et cherché par conséquent à éloigner les regards trop curieux et susceptibles d'être les témoins des exactions de régimes dictatoriaux. Le tourisme est un facteur qui braque les projecteurs du Nord sur les pays d'accueil, et impose au régime en place plus d'attention, de précaution et de vigilance contre les abus de pouvoir, du moins ceux les plus flagrants, HILLALI 2003. Le parti unique a eu généralement pour conséquence des multiples coups d'État à l'origine d'une instabilité politique. L'absence de politique du tourisme s'explique par l'un et l'autre ou les deux à la fois. Plusieurs auteurs, en analysant le lien entre tourisme et instabilité politique, ont conclu qu'une situation d'instabilité ne favorise pas des investissements étrangers dans le secteur du tourisme. Et cela a des effets induits sur la fréquentation touristique. TIVB. 1988, en prenant le continent africain comme terrain d'étude, s'est intéressé au lien entre coup d'État et tourisme à travers l'exemple du Ghana après l'indépendance. Pour lui, bien que ce pays ait inscrit le développement touristique dans son agenda, les coups d'État successifs ont eu un impact négatif sur le secteur. L'impact ne se limite pas seulement à l'absence d'investissements étrangers ou d'arrivée des touristes, mais aussi au développement d'un sentiment de méfiance vis-à-vis de l'étranger au sein, d'une part, des forces de l'ordre et d'autre part des populations.
Le contact avec l'étranger fait souvent peur. Celui-ci est souvent assimilé à l'espion, au journaliste curieux ou pire encore à un trafiquant. Cette perception résulte des difficultés à appréhender le voyage comme une forme de loisir. C'est l'essence même du tourisme qui n'est pas comprise à travers cette question récurrente. Comment peut-on dépenser de l'argent et voyager si loin pour son propre loisir? Le voyage en Afrique se fait par nécessité, ou bien encore pour renforcer les liens familiaux. On quitte le plus souvent sa famille pour rejoindre une autre installée ailleurs. À partir de ce malentendu, il est facile à ces régimes autoritaires de manipuler l'ignorance des gens et développer une fausse perception du touriste. Cette perception est à l'origine d'une certaine violence vis-à-vis du touriste. La finalité d'un tel comportement est beaucoup plus pécuniaire. Il s'agit d'intimider le touriste pour lui soutirer de l'argent. Des règles non écrites, apparues pendant ces années de plomb, persistent en dépit de la démocratisation de nos pays. L'interdiction de prise de photos résulte de la crainte que les touristes, en visitant le pays, ne puissent être témoins oculaires de certaines situations que le régime en place ne souhaite pas dévoiler. L'autorisation de circuler délivrée aux touristes, au Tchad par exemple, avait pour but de contrôler les mouvements des étrangers à l'intérieur du territoire. L'argument officiel est que celle-ci permet aux autorités de veiller à la sécurité des touristes, mais en réalité, elle sert à surveiller leurs déplacements. Instaurée sous le régime du président Habré, 27 ans après son renversement survenu en 1990, l'autorisation de circuler continue à être délivrée. D'autres auteurs, pour expliquer le refus du tourisme par certains pays africains, ont indexé les effets du secteur sur les valeurs socioculturelles. Le tourisme déstructure les sociétés africaines et menace les biens patrimoniaux, les legs socio-culturels et les valeurs morales, HILLALIM 2003. Des entretiens informels avec certains Tchadiens et des questions récurrentes d'élèves et d'étudiants sur le tourisme véhiculent une perception peu appréciable du touriste. La représentation générale du tourisme est tout à fait négative en ce sens que cette activité est considérée comme un risque non seulement pour les différentes communautés, mais pour le pays entier. Les gens appréhendent le tourisme dans son aspect sexuel et affichent une certaine inquiétude et méfiance par rapport au risque que le tourisme constitue pour la société à travers une dépravation des mœurs. Ndiaye, 2012. Cela est corroboré par la perception que les populations se font des hôtels considérés comme lieux de débauche et de déperdition. Les échanges avec les étudiants tchadiens sur les conséquences du tourisme sont édifiants. Leurs réponses correspondent à leur propre représentation du tourisme qui, selon eux, favorise une certaine débauche sexuelle. Werner C. 2009 et QUASHIEH 2009 ont abordé cette problématique du tourisme en Afrique. La misère ambiante des populations et le pouvoir financier que possèdent les touristes ne vont-ils pas entraîner les jeunes filles et garçons à s'adonner à la prostitution? Le tourisme ne va-t-il pas favoriser des trafics en tout genre? Telles sont les inquiétudes qui fusent à travers ces questionnements. Aujourd'hui, le phénomène du terrorisme dans les pays sahéliens ne constitue-t-il pas une certaine résonance à ces préoccupations? Les différents groupes terroristes qui sévissent dans l'espace sahélo-saharien ont visé les symboles liés au tourisme. Il y a d'abord l'enlèvement et l'attaque des touristes occidentaux, qui a eu pour conséquence la désaffection de la région. Un voyagiste comme Point Afrique, qui était spécialiste de la région, à travers des vols charters, a vu sa clientèle se réduire comme une peau de chagrin. Il a dû cesser toute activité dans la presque totalité de ces pays. Ces derniers vols charters qui se faisaient sur le Tchad ont été également interrompus. La destruction de Tombouctou, patrimoine mondial, site emblématique du tourisme au Mali, constitue un tournant qui a affecté durablement la principale destination touristique de ce pays. D'autres sites ont été ainsi détruits par des groupes islamistes, en Afghanistan et récemment en Syrie avec le site de Palmyre. Enfin, les attaques récentes contre des hôtels en Tunisie, au Mali et au Burkina Faso entrent certainement dans cette stratégie de refus du touriste. La carte ci-dessous extraite du site du ministère français des Affaires étrangères correspond à la bande sahélienne affectée par le phénomène du terrorisme. Elle stigmatise un certain nombre des pays et montre que le terrorisme participe à la touristification d'une partie de l'Afrique. Carte 1.
Cartographie de l'insécurité dans le Sahel. Source Conseil aux voyageurs 2017. L'état de l'Afrique centrale. Sous le vocable Afrique centrale, on considère deux entités régionales. On distingue d'une part, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEEAC. Le premier ensemble est composé de 6 pays, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, RCA et Tchad. Et le second est plus large et comprend en plus des 6 premiers, la République démocratique du Congo rez-de-chaussée, le Rwanda, le Burundi, l'Angola et Sao Tomé et Principe, soit 11 États. Notre étude concerne ce vaste ensemble de 6 millions de km² avec une population de plus de 125 millions d'habitants. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.